Salut à tous, c'est FRN. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de vidéo de ce genre. La dernière vidéo que j'avais fait c'était il y a 1 an et demi. C'était en 2023 avec la BMW 330D. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un nouveau véhicule. On est en mars, il fait beau, il fait chaud, ça fait du bien. Depuis le temps que j'attendais le beau temps pour pouvoir faire des vidéos à l'extérieur et surtout une vidéo voiture parce que voilà, comme vous pourrez le voir, j'ai fait pas mal de plans en drone, des plans au stabilisateur, etc. avec mon autre caméra. Et non, franchement, ça fait du bien de retrouver du soleil, mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de ma voiture, Opel Astra K ou Opel Astra 5 de 2018. Donc voilà la voiture Opel Astra noire de 2018, 1,6 litre CDTI, version Elite. Comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule qui rentre dans la gamme plutôt, je dirais, entre berline et citadine. Bon, c'est pas une citadine, elle est assez grande quand même, mais je trouve qu'elle n'est pas assez grande peut-être de l'extérieur. Peut-être que c'est qu'une impression pour faire berline. En tout cas, c'est une voiture adaptée aux jeunes. Voilà, un jeune comme moi, parce que je suis pas si vieux que ça. Comme vous pouvez le voir, jantes sport 18 pouces. Franchement, elles sont pas mal, ça donne un look. Donc tout ce que je vous dire, en fait, tout est d'origine. Les seuls trucs qui sont pas d'origine, je vous les dirai après, mais franchement, tout est d'origine sur ce véhicule. C'est pas un véhicule super sportif ou quoi, c'est un véhicule pour rouler tous les jours. Donc vous imaginez que j'ai pas fait grand chose dessus. Et voilà, franchement, d'origine très beau. J'aime beaucoup en fait cette partie-là. LED à l'arrière, bon ça se voit pas trop parce qu'il y a pas mal de soleil. Je vais essayer de mettre devant pour faire de l'ombre. Non, bon, on voit quand même qu'il y a un petit reflet de LED. Comme j'ai dit, Opel Astra 1,6 litre CDTI, vide teinté à l'arrière, voilà, vide teinté 95%, du coup c'est ça qui n'est pas d'origine entre guillemets, voilà, il n'y a que les vides teintées qui ont été faites avec autre chose à l'intérieur que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc là, comme vous pouvez le voir, derrière bien sûr c'est homologué, je crois que c'est 90 ou 95% à l'arrière, du coup les 3 vitres à l'arrière, et devant je crois que c'est 30%, voilà la limite légale. Pour ceux qui se demandent où est-ce que j'ai fait les vitres teintées, j'ai fait ça chez Select Auto Pro. Franchement, ils sont pas chers. Après, je connais pas trop les autres. Moi, le prix que j'ai vu, ça me paraissait correct. Du coup, j'ai payé 160 € pour le véhicule complet. Franchement, c'est un très bon prix. Après, en fonction des véhicules, si vous avez un monospace, un SUV, un petit véhicule, je pense que ça varie de 140 à 220 € en fonction du véhicule, quoi, s'il est grand ou il est petit. Donc tout à l'heure, j'avais pas allumé les feux, mais les voilà. Voilà, feu LED à l'avant aussi. Ils sont adaptatifs. Si je dis pas de bêtises, les feux ils sont adaptatifs, ça veut dire que en gros, déjà il y a un truc que j'aime bien, c'est quand on met le volant à droite ou à gauche, il va éclairer l'endroit où on va tourner. Ça veut dire c'est super pratique parce que quand c'est la nuit et que tu vois rien, avant même que tu tournes, le feu il s'adapte pour aller vers la gauche ou vers la droite en fonction de là où tu vas tourner. Ça veut dire pour ce qui est de la nuit, t'as vraiment pas de problème pour éclairer la route, t'as même pas besoin de te mettre en feu de route, même quand il fait super noir. Bon, qui dit véhicule noir dit aussi que les saletés se voient énormément. Bon. Voilà, vous pouvez voir, il a plu il n'y a pas longtemps, pourtant le véhicule il a été lavé il n'y a pas très longtemps, mais forcément, comme j'ai dit, qui dit véhicule noir dit que là en plus ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de soleil, je commence à voir un peu les saletés forcément qui apparaissent, mais le véhicule est quand même propre, on peut se le dire. Ça va faire bientôt 4 ans que je roule avec ce véhicule et franchement rien à dire. Donc on va ouvrir le coffre pour voir la capacité du coffre. Bon. Là, il y a tout mon matériel, comme vous pouvez voir tout à l'heure, j'étais en train de prendre des plans au drone avec mon autre caméra que j'ai foutu comme ça. Mais voilà, c'est pas, je vais me pousser parce qu'il y a de l'ombre, voilà. Comme vous pouvez le voir, le coffre, il n'est pas très grand. Forcément, c'est normal, c'est pas un véhicule qui est fait pour. Je pense qu'on peut mettre grand max 2 valises, voire une seule. Ça dépend en fait en fonction de la disposition et comment sont les valises. Mais voilà, comme vous pouvez voir, c'est pas très grand. Je dirais que c'est un peu le défaut de ce véhicule, ou j'ai pas envie de dire que c'est un défaut forcément quand on est avec un véhicule de ce gabarit-là. Faut pas s'attendre à un coffre de SUV, mais forcément quand tu fais même les courses, quand tu fais les courses et que tu n'arrives même pas à remplir le coffre avec les courses, tu es obligé de mettre sur les sièges arrière, enfin en bas, c'est chiant.
Pareil, quand tu as besoin d'aller à l'aéroport déposer quelqu'un ou quand tu as des valises ou beaucoup de trucs, bref, t'as pas beaucoup de place dedans. Voilà, on va pas se mentir. Après, par rapport quand même à sa taille et vu de l'extérieur, ça reste un coffre entre guillemets assez grand pour le véhicule. C'est pas un coffre de Twingo, c'est pas un coffre de Peugeot 208, ça reste quand même plus grand. Ce véhicule-là, je pense, ses concurrents, ça va être plus la Mégane 4, ça va être la Golf 7, ça va être la Peugeot 308, ça va plus être ces gammes-là. Je reforme le coffre. Donc le coffre, voilà, il n'est pas automatique, c'est pas avec un bouton, c'est coffre classique avec ouverture classique. Donc voilà le capot. Là je suis en train de le tenir avec ma main, mais bon tranquille. Sur la BMW, je me rappelle que fallait juste le mettre vers le haut et ça tenait tout seul. Mais bon bref, 1,6 litre CDTI, hein, moteur 1,6 litre CDTI. Voilà, il n'y a rien d'autre à regarder dans ça. Franchement, je m'y connais pas, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Là, c'est pour mettre le liquide de refroidissement. Voilà. J'ai quand même quelques connaissances. Non, je rigole, je sais même pas si c'est ça. Mais bon, voilà. Voilà le véhicule. Voilà comment se présente l'intérieur. Siège semi-cuir. Je sais plus si ça se dit comme ça, mais en gros, semi-cuir. Je pense que c'est pas totalement du cuir. Là, ça va être autre chose. Mais bon, au toucher, c'est plus ou moins pareil. Le volant, ça se présente comme ça. On a les fonctions volant, donc classiques. Hein. Feu de route, etc. Appel de phare. On a les boutons au volant. Je me suis mis à l'intérieur pour être plus tranquille. Du coup, ce que je disais, commande au volant. Ça, je crois, c'est pour changer les réglages de l'avertisseur de collision. Du coup, le truc quand on respecte pas forcément la distance de sécurité ou quand forcément il y a un freinage d'urgence devant, bah, ça se met à biper. Après, par exemple, si vous êtes sur le régulateur, ça coupe le régulateur et ça se remet en mode normal. Là, c'est pour régler le régulateur justement, un régulateur de vitesse que j'utilise très souvent d'ailleurs pour faire des économies d'essence et c'est beaucoup plus confortable. Franchement, sur autoroute, même sur le périphérique, quand c'est limité à 50, j'utilise ça parce que forcément, tenir la vitesse à 50 km/h sur le périphérique parisien, c'est pas toujours évident. Ici, on a le limitateur de vitesse. Ça, c'est quelque chose que, au contraire, j'utilise jamais. Limitateur de vitesse, du coup, si vous savez pas, c'est pour bloquer la vitesse à un certain palier. Ça veut dire même si vous essayez d'appuyer sur l'accélérateur, ça va pas dépasser la vitesse que vous avez réglée. Et ça, c'est quoi? Ça, je sais pas. Ça, je crois que c'est pour désactiver justement un des modes. Là, c'est pour raccrocher le téléphone. Là, c'est pour utiliser le mode vocal du coup de la voiture, pour lui demander d'utiliser une certaine fonction. Pareil, j'utilise jamais. En plus, ça marche pas super bien. On va faire un test après au pire. Pareil pour régler le limiteur de vitesse et le régulateur. Ici, on va retrouver les boutons classiques pour naviguer sur l'écran. Donc, vous savez qu'on va quand même démarrer le véhicule. Voilà. Voilà, donc l'écran qui s'allume, je vais vous montrer un peu ce qu'on a sur l'écran. En attendant, le véhicule va chauffer. Donc comme j'ai dit, c'est pas un véhicule super sportif, mais il faut quand même le laisser chauffer. On respecte tous les véhicules. J'ai oublié de dire, bon, c'est un diesel, un 1,6 CDTI, comme j'ai dit, diesel. Voilà, voilà le compteur. Donc voilà, regardez, vous voyez ça? J'en profite pour en parler maintenant. Donc le message qui vient de s'afficher, c'est verrouillage de la colonne de direction. Ça fait 3 ans et demi que je le conduis, 3 ans, et j'ai jamais eu de problème particulier. Voilà, j'ai pas eu de me porter l'œil, j'ai pas eu de problème particulier avec le véhicule. Voilà, jamais de bug ou quoi. Le seul problème justement que j'ai eu, c'est le verrouillage de la colonne de direction. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que par exemple le véhicule il veut pas démarrer. J'ai toujours pas compris ce que c'était exactement le problème. Je crois que justement c'est la colonne de direction qui déconne, mais ça se verrouille. Je sais pas si c'est une sécurité, je sais pas si c'est un défaut sur ce modèle-là. J'ai essayé de voir un peu sur internet et tout quand j'avais eu ce problème, ce que c'était. Ça m'est déjà arrivé que le véhicule il démarrait pas justement, mais après quelques essais, quand tu appuies 2-3 fois, ça marchait. Mais une fois, ça m'est arrivé que le véhicule il démarrait plus du tout. Ça veut dire que quand tu appuies sur le bouton start, ça fonctionne pas. Ça veut dire que quand tu essaies de démarrer le véhicule, ça voulait pas. Et ça veut dire que forcément, ça a dû être réparé. Et je pense que c'est le seul problème que j'ai eu dessus. À part les autres problèmes, bon, enfin, c'est même pas des problèmes, c'est le reste, c'est l'entretien de toute façon, pneus, vidange, contrôle technique, etc. Mais voilà, c'est le seul problème que j'ai eu. Je sais pas si c'est un point positif, négatif. Exactement là maintenant, elle a 70 000 km au compteur. 70 000 km au compteur, c'est rien du tout. Donc voilà, après, forcément, ça fait peut-être 3 ans que je roule avec ce véhicule. Mais 70 000 km, c'est pas énorme non plus. Ça reste un véhicule, j'ai pas envie de dire neuf encore, mais il est pas encore très vieux, quoi. Il se porte très bien. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. On va revenir sur les options qu'on a dans ce véhicule parce que c'est pour ça que je voulais vous présenter ce magnifique véhicule. Il y a des options, mais vraiment, quand j'ai commencé à conduire avec ce véhicule, c'était kiffant. Je vais vous montrer ça. C'est pas des options de fou, mais pour un véhicule de cette gamme-là, regardez, je vous montre ça. On va commencer par ça. Bon,
Du coup, on a la clim classique. D'ailleurs, ça c'est pour synchroniser parce on peut mettre à droite et à gauche un chiffre différent. Là, d'ailleurs, je vais baisser ça parce que là, il fait chaud. Voilà, je vais mettre à 19 environ. Là, bon, classique, tout ce qui est climatisation, des embuages et tout. Là, siège chauffant passager qui va être à droite et siège chauffant conducteur. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'on les a à l'avant, mais on les a aussi à l'arrière, ce qui est très rare sur des véhicules de cette gamme-là. Et honnêtement, je suis monté dans plein de véhicules, j'ai jamais vu sur des citadines ou des véhicules de cette gamme-là avoir les sièges chauffants à l'arrière. Et même en général, il y a beaucoup de véhicules qui ne les ont pas. Après ici, on va retrouver aussi le volant chauffant. Volant chauffant, franchement, quand il fait froid, même en ce moment, il fait toujours froid. On a des périodes voilà, d'hiver et tout. Tu arrives dans le véhicule, sachant que le volant, il est en cuir, si je ne me trompe pas. Il est assez froid, donc forcément quand tu roules et tout, tu es là le matin, tu veux rouler, et bah t'actives ça, en 1 minute c'est déjà chaud, ça commence à chauffer et tout. Et après bah, quand tu roules forcément, t'as même pas besoin de porter de gants, c'est super agréable franchement. Dans ce véhicule, t'as jamais froid. Je l'ai pas précisé, mais du coup c'est une boîte manuelle 6 rapports. Pas mal, on dirait, on m'a dit que le pommeau de vitesse il ressemblait à celle d'une automatique, c'est vrai. Après ici on va retrouver d'autres fonctionnalités. Ça c'est pour activer ou désactiver l'aide au parking, donc quand ça fait du bruit là. Ça c'est pour désactiver l'ESP. L'ESP ouais c'est ça. Bon ça j'utilise jamais, c'est vraiment pour certaines situations extrêmes entre guillemets. Je conduis toujours en ville. Ça c'est pour le start and stop. D'ailleurs je vais le désactiver, c'est ce que je fais très souvent à chaque fois que je monte dans ce véhicule. Ça sert pas énormément. Bon, ça se désactive au feu rouge et tout, mais bon, de ce que j'ai entendu, c'était pas très bon pour le moteur de l'allumer et de l'éteindre, et surtout pour le turbo. Là, on va avoir une autre option qui est pas mal, c'est le correcteur de ligne. Si je dis pas de bêtises, comment ça se dit? Enfin, pas correcteur de ligne, je veux dire correcteur de trajectoire. Par exemple, quand on est sur l'autoroute et que qu'on ait le régulateur en non, bah, vous voyez, il y a les lignes. Et de un, en fait, ça permet de suivre un peu les lignes et tout, d'éviter de partir à droite ou à gauche sur la mauvaise voie. Et c'est surtout utile quand on fait de la route pendant longtemps et qu'on est peut-être un peu fatigué. Voilà, ça arrive à tout le monde. Et bah c'est bien, c'est une aide en plus parce que forcément quand tu l'actives et que tu es en train de rouler et que malheureusement, on sait pas, moi ça m'est jamais arrivé, mais tu t'endors, bah le véhicule du coup il se remet sur la ligne. Voilà. En fait, il est bien à moitié parce qu'en gros, s'il part un peu trop à gauche, bah il se remet droit. D'un coup, il met un coup de volant pas énorme, hein, mais en gros après, il va pas suivre la ligne. C'est pas une conduite autonome, c'est ça. Je voulais dire, c'est pas une conduite autonome. On passe aux fonctionnalités de l'écran. Je vais zoomer un peu ça. Bon, audio, c'est pour tout ce qui est musique, radio, etc. On a plusieurs modes. Donc on a la fonction téléphone, c'est pour appairer son téléphone tout simplement en Bluetooth avec le véhicule. Projection, ça va être Apple CarPlay ou Android Auto. Moi j'ai un Samsung, j'utilise Android Auto, mais du coup Apple CarPlay, c'est pas sans fil, c'est avec un câble qu'on branche juste là. Il est là, on branche ça et voilà. Je dirais pas que c'est un défaut non plus. En 2018, c'était pas quelque chose qui était encore répandu les Android Auto et CarPlay sans fil. Mais je sais qu'il y a des boîtiers qui se vendent où on peut le faire sans fil. Je vais essayer d'en commander un quand même pour voir si c'est bien ou c'est pas bien. Là, on va avoir le GPS, du coup GPS intégré du véhicule que j'utilise jamais aussi parce que forcément quand on a Android Auto ou qu'on veut mettre directement le téléphone sur le socle sans avoir à brancher pour l'Android Auto, c'est super pratique aussi. Bon voilà, réglage de base pour tout ce qui est pour le véhicule. Il y a quand même des réglages de, on va voir ça. J'ai oublié un peu ce qu'il y a. Voilà, mode de verrouillage pour bloquer le véhicule. On a ça, qualité de l'air, système de collision, etc. Confort, éclairage. Enfin, vraiment, il y a plein de petites options. Par exemple, pouvoir fermer les vitres avec la clé de voiture, le Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, et bref, plein de petites options. Il y a la caméra de recul, et je vous ai pas dit ça, il y a la caméra de recul, ce qui est forcément super pratique. Je vais enclencher la marche arrière, et ça va s'activer. Voilà à quoi ça ressemble. Et forcément, quand on va reculer ou avancer, ça va jouer. Voilà, j'ai désactivé ça. On a quoi d'autre? On va partir sur la suite. SMS que j'utilise jamais, je pense que c'est pour les messages une fois que c'est connecté au téléphone. OnStar, ça a été désactivé, je pense, par Opel. C'est un service en fait qui proposait au moment où on avait acheté le véhicule sur Opel. C'était un truc en mode on pouvait déverrouiller le véhicule à distance avec je pense que tu passes à un appel ou genre justement t'appuies ici, t'as un bouton ici. C'est aussi en cas d'urgence, ça te permet d'appeler les secours ou quoi, mais bref. Il y avait plein de petits trucs comme ça, mais du coup forcément le service n'existe plus. Je pense que ça a flop un peu, c'est pour ça.
Circulation, je pense, c'est par rapport aux situations de circulation dans le véhicule. Et après, voilà, ça peut se connecter au Wi-Fi, donc en partage de connexion. Là, on a un truc de la météo que j'utilise jamais, des trucs comme ça, voilà. On a aussi un shop, j'ai jamais regardé. Ouais, bon, bref, on s'en fout. Donc, écran tactile, écran qu'on peut contrôler avec les boutons aussi, volume et pour passer au son suivant, au précédent, les options classiques. Je trouve ce qui est dommage, c'est ici aussi, on a un petit truc, on dirait que c'était un rangement, mais non, en fait, ça s'ouvre pas. Je sais que sur les Opel un peu plus grandes, une grande Landix par exemple, il y a, on pousse et après bah, ça ouvre, on peut mettre le téléphone dedans ou du rangement. Mais sur celle-là, ils l'ont juste mis, mais je sais pas si c'est en option. Voilà. Je sais qu'ici aussi, par moment, on a le mode sport sur certains véhicules, automatique ou manuel, mais ici, il n'y a pas. Pour ce qui est des sièges, voilà, ça se présente comme ça. Franchement, des très bons sièges, super confortables. Il y a pas mal de réglages. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Ici, on peut régler la partie avant, comme ça. Après, le classique, ici, en fait, bah, pour pouvoir rabattre le siège ou non, enfin, l'inclinaison du siège, on peut l'avancer ou reculer. Là, elle est déjà à fond en arrière. Et voilà. On a également là, comme vous pouvez voir, il y a une sorte de petite bosse. On a également en fait, c'est des sortes de coussins qui sont réglables. Ça, c'est super pratique. On peut les régler là, vous voyez en bas. C'est un peu dur, enfin un peu dur, c'est un peu plus gros. En fait, c'est pour régler des coussins qui sont à l'intérieur et vous pouvez les régler en hauteur. Vous pouvez les mettre de là jusqu'à là. Et ça aussi, c'est pratique parce que là, ça donne un effet un peu rembourré. Pour le dos, c'est super à l'aise et ça rajoute quand même du confort. Après, on a aussi des boutons électriques à l'arrière. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais en fait ça permet de régler la hauteur du bout de siège ici. Ça baisse ou ça monte. Fonctionnalité classique, rétroviseur rabattable avec le bouton directement. Voilà, et on peut les réouvrir. On va passer à l'arrière du véhicule. Voilà. Voilà l'arrière du véhicule. On va monter dedans. Donc on va faire un essai comme ça. Place arrière, ça se présente comme ça. Moi, je fais 1m80. Voilà, j'ai à peu près ça d'espace. Bon, là, le siège, il est assez reculé. Là, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup plus d'espace. Moi, c'est parce que je suis pas énormément grand, mais quand même un peu. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. En appuyant sur ce bouton-là, on active le siège chauffant de droite et on active ici le siège chauffant là où je suis assis de gauche. On appuie et ça devient rouge et ça chauffe pareil super rapidement. Donc là ici on a les prises, on a des prises USB à l'arrière, une pour le passager droit et une pour le passager gauche. Donc pour comparer ce que ça fait quand on a quelqu'un qui est pas très grand devant, voilà, on a énormément de place. Honnêtement, le véhicule, il est quand même assez spacieux. Je veux pas me plaindre, je me suis déjà assis derrière, c'était vraiment pas mal. Là, comme vous pouvez voir, j'ai énormément d'espace entre l'avant et l'arrière et même le passager avant il est assez tranquille. Bon après forcément quand on a une équipe de basket dans le véhicule forcément on n'a pas tout cet espace là mais il s'en sort vraiment pas mal. Je trouve que ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup bah, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'espace à l'arrière. Donc là on peut rabattre ça, voilà, comme ça pour mettre son petit bras, un petit accoudoir. Vraiment franchement derrière on est bien assis, à l'avant on est bien assis. Pour le véhicule et sa taille, c'est un très bon véhicule. Après, au niveau des options, je pense ce qu'il aurait pu manquer, bon, forcément, boîte automatique pour le confort, peut-être un mode sport, peut-être le toit ouvrant. Ça, j'aurais kiffé aussi, un petit toit ouvrant, mais il n'y a pas. Mais bon, après, forcément, avec l'habitude, c'est pas très dérangeant. Il y avait une autre fonctionnalité que je vous avais pas dit, c'est les LED. En fait, c'est pas d'origine. Ça, c'est la deuxième fonctionnalité, enfin, la deuxième chose que j'avais fait qui n'est pas d'origine. J'avais mis les LED. Et ça marche comment? Je vous montre ça tout de suite. Je sors mon téléphone. C'est avec une application. Là, j'appuie sur le petit bouton et ça s'est allumé. Voilà, donc à l'arrière, j'ai mis une petite ligne comme ça, donc c'est pas moi qui l'ai fait. Je vous mettrai le Insta de la personne qui l'a fait en description. C'était custom-du-bas LNW, il me semble, c'est ça. Je vous mettrai dans la description de toute manière. Vous avez tout ça. Ça, c'est la ligne arrière et à l'avant, ça ressemble à ça. Franchement, ça rend super bien. Là encore, on est de jour, ça se voit quand même. Hein. On a cette partie-là. Et après, on va avoir toute la partie avant à ce niveau-là, dans les vides-poches aussi, dans les 4 vides-poches. Et on a également en dessous des pieds. Donc pareil, conducteur, passager. Mais là, voilà, comme vous pouvez voir, je peux changer la couleur. Franchement, c'est super pratique. C'est RGB, choisi. Il y a des modes aussi, mode de musique, mode de son, etc. On peut également régler la luminosité si on veut quelque chose d'un peu plus léger. Parce que la nuit, il faut savoir que ça tape quand même. Bon, le rouge, je dirais que c'est ma couleur préférée. C'est ce qui va vraiment avec le compteur. Vous avez vu ? Ça fait naturel, tout simplement, et c'est très discret. Après, il y a le violet, le jaune, le blanc, voilà.
plein de petites fonctionnalités avec l'application directement. Bon, j'ai pas mal parlé des options, etc. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller conduire le véhicule tout simplement, parce qu'il en a quand même sous le capot, hein, malgré que ce soit 136 chevaux, pour le poids, etc. Donc nous revoilà dans la voiture, c'est parti, on va y aller. En espérant que la caméra elle tienne, j'ai galéré à la mettre en place. Donc là, j'ai mis l'autre caméra. Normalement, le rendu devrait être meilleur que quand je faisais la vidéo avec l'autre caméra, donc le Canon M50. Là, je suis avec le Canon R7. Donc on va partir de ce côté-là. Ouais, de ce côté-là, c'est parti. Je sais même pas où je vais, mais on va rouler et découvrir. Voilà, ce véhicule-là, comme j'ai dit, c'est une boîte manuelle. Ça commence à trembler déjà, les roues tellement l'air d'être pétées un peu. Ce véhicule-là, ce que j'aime bien, c'est que c'est un véhicule qui tient vraiment la route. Le volant, très léger, très maniable. Je le conduis toujours à une main. Ce véhicule, vraiment, il est très bon dans toute situation, autoroute, ville. Vous pouvez faire les bouchons, le périph', n'importe ce que vous voulez. Vous êtes vraiment tranquille, quoi. Il n'y a pas de problème. Je suis en boîte manuelle. Bon, maintenant, forcément, j'ai l'habitude de rouler avec la boîte manuelle. Mais ouais, forcément, quand il y a des bouchons, on veut une boîte automatique, c'est toujours plus pratique. Ça, c'est ce que j'avais sur la BMW, par exemple. Mais voilà. Il fait assez chaud, j'ai fermé les fenêtres, j'ai mis la clim. Parce que, voilà, hein, j'ai pas envie de mourir durant cette vidéo. Durant la vidéo de la BMW, j'avais peut-être pas grand chose à dire en roulant. Et bah aujourd'hui, je pense que ça sera la même chose. J'ai essayé de faire cette vidéo avec des gens, mais bon, personne n'est disponible. Je me suis dit, c'est mieux que je la fasse tout seul, histoire de proposer quand même un contenu. On profite quand même du beau temps pour pouvoir présenter ce véhicule que j'estime sous-coté. Ce véhicule-là, je trouve qu'il est sous-coté dans le sens où en fait, c'est pas que les gens ne veulent pas l'acheter, c'est que c'est un véhicule qui est pas forcément très connu. Tout le monde connaît la Opel Corsa, tout le monde connaît aussi la Opel Astra, mais dans les anciennes générations, mais dans les nouvelles générations, bon, entre-temps, il y a eu la Opel Astra 6 qui est sortie. Il n'y a pas énormément de personnes qui connaissent ce véhicule. Les gens, ils vont plus se pencher vers Mégane 4, vers Golf 7 peut-être, Peugeot 308 aussi, malgré de nombreuses critiques de la part des personnes à l'encontre de Peugeot pour leur moteur 1 litre de PureTech, etc. Mais franchement, ce véhicule-là, comme j'ai dit, j'ai jamais vraiment eu de problème particulier. Ça s'est toujours super bien passé. Je roule super tranquillement. Et si je veux rouler un peu plus agressivement, je peux aussi. Parce qu'il y a quand même de la puissance dans ce véhicule. Donc là, vous savez quoi, on va aller sur l'autoroute, histoire de vous montrer un peu comment on s'en sert. On va aller directement dans le vif du sujet, histoire de vous montrer un peu ce que ça vaut. J'ai laissé un peu le moteur chauffer, donc tranquille. On va pouvoir s'insérer tranquillement sans bien sûr dépasser les limitations de vitesse. Et j'espère ne pas me retrouver dans les bouchons parce qu'il est actuellement 16 h. C'est un peu peut-être l'heure de pointe. Et voilà. Donc là, je mets la deuxième. On s'envole. Voilà, on est rentré tranquillement sur l'autoroute, sans problème. Là, je me suis remis en 6ème. Comme j'ai dit, on peut rouler agressivement comme on peut rouler plus tranquillement. Je suis sur la voie de droite à 90 km/h sur une route limitée à 100, on est bien. On lâche pas le volant, hein. On reste dans la sécurité bien sûr. On va faire un petit dépassement. Ça fait pas mal de contre-jour avec le soleil et j'espère que ça va pas trop vous gêner. J'ai forcément la fonctionnalité avec le petit écran qui est devant pour régler, pour voir différentes choses. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure, donc je vais vous les énumérer. Donc on a la vie de l'huile moteur par rapport à la vidange. Bon, faut pas trop non plus se fier à ça, mais bon, c'est plus ou moins exact. En gros, je pense que il se remet à 0% quand il n'y a plus d'huile et qu'il faut faire la vidange tous les 15 000 km. Parce qu'il y a un autre compteur justement où on peut voir, en fait on réinitialise le compteur pour voir le nombre de kilomètres qu'on a fait depuis la dernière vidange. Ça c'est quelque chose qu'on peut fixer, il y a deux options, enfin deux paramètres comme ça. Donc ça veut dire moi j'en ai laissé un pour la vidange, comme ça au moins je sais quand je suis arrivé à 10 000 km ou à 15 000 km ou entre les deux pour pouvoir faire ma vidange le plus tôt possible. On a également l'indicateur de pression de pneus des 4 pneus en temps réel. Donc moi je me mets toujours à 250 sur les 4 pneus, jamais eu de problème, jamais eu de galère. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous préconisez sur ce genre de véhicule, parce que je sais pas si c'est le meilleur ou c'est pas, où il faut mettre moins, il faut mettre plus. Moi je laisse toujours à 250 comme ça en moins, qu'il y a des gens, qu'il y a du poids dans la voiture, il n'y a pas de problème, ça marche toujours. Ensuite on a également un chronomètre, donc si jamais vous voulez vous chronométrer voilà, sur un trajet de chez vous au travail ou inversement pour voir vraiment combien de temps ça vous met.
On a également l'indicateur de distance par rapport à l'avant. Donc là, par exemple, il n'y a pas de véhicule devant moi, donc ça met que c'est à plus de 2,5 secondes. Mais en fait, en fonction du véhicule qu'il va y avoir devant, ça va vous indiquer le nombre de secondes qu'il vous faudra, enfin le nombre de secondes qu'il vous faudra à la vitesse à laquelle vous allez pour atteindre le véhicule de devant. Donc c'est bien pour respecter les distances de sécurité, c'est bien aussi pour avoir un minimum de temps pour pouvoir se prévoir. Donc voilà, comme on dit, l'humain en moyenne il a 1 seconde de temps de réaction. Si on voit par exemple le véhicule à l'avant il a 1,5 secondes, on a largement le temps de freiner et de faire attention à la route. Bon, je vais pas fermer les yeux et faire confiance au compteur, mais bon, c'est quelque chose qui est toujours utile. Moi, je l'utilise jamais. Moi, je me mets toujours sur 2 modes. Les 2 modes classiques, ça va être le compteur de vitesse, donc qui est en numérique et en analogique, mais également, on va retrouver la consommation en moyenne. Je pense que ça vous intéresse forcément. J'ai pas une conduite très agressive, du coup, je roule plutôt tranquillement en général. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on est à une consommation annoncée en moyenne à 7 litres au 100, ce qui est quand même pas mal, mais en même temps ça va. Mais moi en général sur le compteur, ce qui m'affiche c'est 5,4 litres au 100 là actuellement, mais en général je suis à moins que ça. Parce que là en ce moment je fais pas mal de villes, donc forcément ça consomme un peu plus les feux rouges, les insertions aussi sur les nationales ou les autoroutes, ça fait que ça consomme un peu plus en moyenne, mais de manière générale, de ce que j'ai fait comme expérience durant toutes ces années, c'est que ça consomme environ 5,1 litres au 100. Très souvent, c'était ce chiffre-là que ça me sortait. Donc un plein, faut savoir que le réservoir, c'est un réservoir 48 litres. Réservoir 48 litres, en ce moment, le diesel il est aux alentours de 1,70 le litre. Ce qui me fait un plein, avant que j'atteigne la réserve, à 65 euros, voire 70 euros en fonction des périodes. Mais je vais jamais au-dessus. Je suis toujours aux alentours de 60-70 euros. C'est un plein correct qui me tient environ quand même, je dirais 650 km. Bon, si on va vraiment jusqu'au bout de la réserve, ça peut atteindre les 700-750. Là, vraiment, je parle d'une conduite en ville et sur autoroute. Les deux vraiment mélangés. Parce que forcément, quand on est en ville, ça consomme plus. Mais quand on est sur autoroute, sur de longs trajets, quand tu mets le régulateur et que tu le mets à 130, c'est tranquille. Ça consomme pas énormément. On va dire on est à 4 litres en fonction de la route. Mais voilà. Entre 60 et 70 euros le plein, ça me tient environ 600 à 650 km. Donc là, moi, à chaque fois, je le réinitialise à chaque fois que je fais le plein. Là, par exemple, sur le plein actuel, je suis à 5 litres 4 de consommation. 470 km du coup qui ont été faits depuis le dernier plein. Et là, pour la jauge, je suis environ un peu moins de la moitié. Donc je dirais que je suis à, vous voyez, au niveau des barres. Ce qui est bien aussi, c'est que ça indique la vitesse moyenne à laquelle j'ai roulé durant du coup ce trajet. Ce trajet-là, j'ai roulé à 28,5 km/h. C'est intéressant de voir que je perds vraiment énormément de temps dans les feux rouges. Forcément, quand on est à 0 km/h, ça compte. Mais voilà, après en fonction de... Là, si je reprends la statistique globale depuis que j'ai fait la vidange, donc ce qui est bientôt à 10 000 km, je suis à 34,2 km/h pour une consommation de 5,4. Donc en soi, la consommation, c'est plus ou moins la même là maintenant ou sur de longs trajets. Donc voilà, pour vous dire que ça reste un véhicule assez économique de toute manière, si vous roulez de manière tranquille. Après, bien sûr, on peut rouler en deuxième et faire ce genre de truc. Voilà, on va se calmer un peu. Mais c'est vraiment ça en fait que j'aime avec ce véhicule, c'est que il a quand même une très bonne puissance. Il a un rapport poids-puissance qui est vraiment pas mal. Newton-mètre, je crois, on a 350 Newton-mètre ou un peu ou 300, je sais plus exactement. Et pour ce qui est des cylindres, c'est 3 cylindres. Honnêtement, pareil, les puristes, vous me direz ce que ça change vraiment les cylindres. Moi, le BMW que j'avais avant, c'était un 6 cylindres 3 litres en ligne. Donc voilà, c'est des termes techniques que j'ai appris sur le tas, mais je sais pas exactement à quoi ça correspond. Mais bon, tout ça pour vous dire que j'ai une conduite vraiment très agréable avec ce véhicule. 18 pouces pour les jantes. Donc on a des jantes de 18 pouces, ce qui fait que forcément les pneus sont assez gros, assez larges par rapport au gabarit du véhicule. Et ça fait que c'est très confortable à l'intérieur. Là je suis en train de rouler depuis tout à l'heure. Bon, il y a forcément des routes un peu plus cassées que d'autres. Mais franchement, on sent pas la route. Ça reste assez confortable malgré qu'on est assez bas. Voilà, ça reste un véhicule qui est assez bas. Pas aussi bas que ma BMW d'avant qui était une berline, mais en entre-deux. Voilà, type Mégane 4, Mégane 3. En tout cas, encore une fois, je tiens à m'excuser pour les angles de caméra. Là, je vois que mon crâne il est un peu coupé en haut. On dirait que j'ai la boule à Z.
mais c'est parce que la caméra est trop lourde, il faut que je trouve un meilleur setup. Mais si j'ai quelqu'un, si j'avais des amis qui seraient présents pour moi, pour tourner mes vidéos avec moi, ce serait beaucoup mieux, beaucoup plus pratique. Est-ce que je devrais peut-être investir dans une GoPro? Peut-être, ça serait beaucoup plus pratique que de filmer avec cette grosse caméra. Parce que là, vous voyez pas de l'autre côté, mais je vais essayer de vous mettre ce que j'ai filmé avec mon téléphone pour ma story Insta. La caméra, elle est super lourde. J'ai pris mon Canon R7 avec un 18-35 pour ceux pour qui ça parle. Super lourd. Véhicule, je roule tranquillement, une main, ça suffit. Limite même deux doigts, ça suffit. Franchement, là, je suis en train de rouler avec un doigt, je tourne le volant, mais très facilement. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'on sent quand même que le véhicule est léger. Comparé à mon 330D qui avait un volant un peu plus dur, bon, forcément, il était un peu plus ancien. Je sentais quand même qu'il avait plus de poids. Ça, vraiment, je le roule, mais tranquillement à deux doigts. Voilà, facilement. Et en plus, comme c'est un véhicule assez récent, il y a quand même des aides de conduite, j'imagine, qui fait que on a une fluidité au niveau du volant qui est bien meilleure. Je vais aller me garer. Vous savez quoi? Vous allez voir en même temps comment je me gare. Bon, là c'est en bataille, c'est pas en créneau. Tac, j'enclenche la marche arrière. Je regarde les rétros. J'ai la caméra de recul. Et vous allez entendre aussi le radar de recul qui va m'indiquer si je suis en bonne position ou pas. Donc le radar de recul, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a à l'avant et à l'arrière. Donc les indicateurs. Parce que je sais que sur certaines, par exemple ma BMW, j'avais les indicateurs que à l'arrière, mais là je les ai aussi à l'avant. Et honnêtement c'est pratique parce que quand on se gare en avant ou même quand on veut calculer justement la distance qu'on a par rapport au véhicule qui est devant, bah, c'est toujours pratique. Là voilà, et voilà, je suis garé. Frein à main électrique, électrique, je sais pas. On enlève la ceinture, on coupe le moteur, on est tranquille. Donc là on va passer un moment très intéressant. On va accélérer tout simplement. Voilà. Franchement, on a une très très bonne accélération. Ça monte très très vite. On peut passer de la 3e à la 4e. Donc j'avais déjà fait le test sur autoroute. Je crois que la 2e, elle peut aller environ jusqu'à 60. Là, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment une position de conduite qui est vraiment bien. Je peux me baisser, je peux me lever. On peut régler du coup la hauteur du siège. Là, je suis en train de la baisser. J'ai jamais eu l'occasion vraiment de tester d'autres véhicules, genre Mégane 4, 308, Golf 7. J'ai déjà essayé. Golf 7, je la trouve plus petite que la Opel. Ce que j'aime bien avec cette Opel, c'est qu'on peut reculer le siège, mais vraiment très loin derrière. Ça veut dire pour les personnes très grandes, il n'y a aucun problème. Là, vous voyez, je fais 1m80. J'ai beaucoup de distance par rapport au toit. Régulateur, je suis tranquille. J'ai mis le régulateur. Là, je suis à 3 litres. 3 litres sur une route assez plate. On est bien. Franchement, rien à dire. J'ai déjà fait vraiment pas mal de trajets avec. J'ai dû faire plusieurs milliers de kilomètres, plusieurs dizaines de milliers même. Et non, franchement, c'est un très bon véhicule. Je devrais faire des modifications. Je pense que je ferais vraiment des modifications plus esthétiques. Là, je voyais un peu sur Insta des Opel qui ont été un peu modifiés. Le pot d'échappement, je pense que ça pourrait être une bonne chose de le modifier. Enfin, bonne chose, genre, ça pourrait lui donner un look encore plus sportif. Et par exemple, rajouter un peu des trucs bidons en carbone. Il y a déjà des LED à l'intérieur, les vitres teintées, c'est fait. Franchement, moi, les conseils que je vous donnerais pour moins de 1000 €, genre 2-3 trucs à faire, déjà faites les vitres teintées. Vitres teintées, ça fait toute la différence sur un véhicule. On peut avoir même un véhicule tout claqué, tu mets même une Twingo, tu mets les vitres teintées, ça fait un véhicule qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus sportif, on va dire. Ça fait un véhicule beaucoup plus beau et en plus, ce qui est bien, c'est qu'à l'arrière, vraiment tranquille. Donc, ceux qui veulent vraiment pas trop montrer leur tête, si vraiment il y a des sœurs voilées, etc., qui veulent pas montrer leurs cheveux et tout, et ben, ils peuvent enlever leur voile derrière. Et ça, c'est sans problème dans n'importe quelle voiture. Je vous conseille de mettre des vitres teintées, c'est le but un peu. N'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me faire des suggestions. J'aime les voitures, j'aime faire des essais voitures. J'ai peut-être pas énormément de choses à dire. Est-ce que je suis assez calé ou non? Je sais pas. Moi, je vous fais mon retour à moi personnel. Et en même temps, ça nous donne l'occasion de pouvoir parler et de faire un petit podcast dans la voiture, quoi. Et bah, honnêtement, en plus, la vidéo qui touche bientôt à sa fin est bien arrivée. Parce que ça commence à se boucher devant moi. Ça va, on esquive un peu les bouchons petit à petit, mais je pense que comme on rentre dans les heures de pointe, on va pas tarder à arrêter la vidéo. Après, j'ai vu qu'il y avait la Astra 6 qui était sortie, je crois, il y a 2-3 ans, en 2022, un truc comme ça, 2023. C'est un très bon véhicule aussi. Franchement, il est pas mal, assez récent. D'extérieur, il a un look un peu plus agressif, un peu plus long aussi, j'ai l'impression. J'ai pas regardé de review. Après, bon,
les avis sur Opel ils restent assez controversés, personnellement. Parce que je vois que comme Opel, si je dis pas de bêtises, fait partie du groupe Stellantis, ils ont les moteurs 1,2 litre PureTech sur les nouvelles Opel Astra en essence. Et ça, je trouve ça dommage. Parce que bon, forcément, c'est pas un moteur très fiable de ce que j'ai pu voir. Et franchement, je trouve ça assez dommage. Personnellement, j'ai jamais eu de problème avec le 1,6 litre CDTI. Après, vous me direz que j'ai pas énormément de kilomètres, mais sur les 1 litre de PureTech, moi je connais des personnes qui ont leur voiture au garage très très vite, quoi. 30 000, 40 000 km, ils sont déjà au garage parce qu'ils ont déjà des problèmes. Bon, on va conclure la vidéo sur ça au lieu de s'étaler un peu trop loin. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. N'hésitez pas aussi à me DM sur Insta si vous avez des demandes par rapport à si vous voulez participer à un podcast en véhicule, peut-être, on sait pas, nouveau concept ou autre chose, n'hésitez pas. Et surtout à me donner vos conseils pour améliorer ce type de vidéo, parce que j'ai pas forcément le recul pendant que je suis en train de filmer, mais une fois que j'ai fait le montage, je me dis ah ouais, c'est vrai que je répète peut-être un peu les mêmes choses, je dis un peu les mêmes choses à quelqu'un à certains moments. Mais voilà, faites des propositions de concept, je suis ouvert à tout. On kiffe faire des vidéos comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Allez, salut à tous.